Au début du mois d'août 2026, l'Ukraine aurait lancé 6 missiles de croisière FP5 Flamingo depuis l'oblast de Kharkiv et les aurait dirigés vers des cibles situées en plein cœur de la Russie. Selon des sources russes, les 6 missiles ont été abattus. 2 au-dessus de Belgorod, 1 au-dessus de Voronezh, 2 au-dessus de Lipetsk et 1 au-dessus de Penza. Environ 6 lancés, 6 interceptés, rien n'a atteint la cible. Maintenant, si vous lisiez Télégramme russe ce matin-là, l'arme miracle était un échec, et la défense aérienne russe avait résolu le problème. Mais la même semaine, des techniciens russes démontant les débris ont découvert quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas. Le moteur des Flamingo avait changé. Pendant environ un an, les débris récupérés des Flamingo semblaient montrer le même moteur, AI-25TL, de l'époque soviétique. Ce moteur était sans doute le principal frein de tout le programme. Mais selon une analyse des fragments récupérés, les nouveaux Flamingo semblent voler avec un moteur fabriqué en Grande-Bretagne à la place. Sur le papier, cela ressemble à un simple échange de pièces. Mais si ces informations se confirment, l'Ukraine vient tout juste de lever la limite du nombre de ces appareils qu'elle peut construire. Et selon le moteur utilisé, elle pourrait avoir ajouté plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie à une arme qui, selon les rapports, atteignait déjà 3000 km. Commençons par le goulot d'étranglement des moteurs. Le FP5 Flamingo est une arme vraiment étrange selon les standards des missiles de croisière. Il est énorme, mesurant environ 12 à 14 mètres de long, avec une envergure de 6 mètres, pesant environ 6 tonnes au lancement et transportant une ogive pesant entre 1000 et 1150 kg. À titre de comparaison, un Tomahawk conventionnel transporte une ogive d'environ 450 kg, sur une portée annoncée d'environ 1600 km. Le Flamingo aurait prétendument plus du double de la ogive et presque le double de la portée. Mais transporter cette ogive d'une tonne sur plus de 3000 km n'est pas quelque chose que l'on peut faire avec les petits moteurs que l'on trouve sur les drones d'attaque longue portée bon marché. La physique exige un turboréacteur de taille normale. La première réponse de Firepoint fut le AI-25TL. La partie la plus importante, en dehors de ces caractéristiques, c'est que l'Ukraine en avait déjà un stock provenant des avions d'entraînement L-39 Albatros de l'Union soviétique. La directrice technique et actuelle PDG de Firepoint, Irina Terek, a précisé que les moteurs provenaient d'avions soviétiques mis hors service. Toute la philosophie de conception de l'entreprise était basée sur le recyclage. Elle utilisait des baumes d'aviation de l'ère soviétique comme ogive, des moteurs à réaction mis au rebut pour la propulsion, et une cellule en composite de fibres de verre et de carbone que l'on peut enrouler sur une machine au lieu de l'usiner dans du titane. C'est ainsi qu'on obtient un missile qui coûterait environ $1,5 million l'unité, alors qu'un Tomahawk coûte autour de $2 millions. Mais il y a un problème à construire sa capacité de frappe stratégique à partir de la ferraille d'un empire défunt. La réserve de moteurs soviétiques ne se reconstituera pas. Certains analystes avaient déjà signalé ce problème avant même que le Flamingo ne soit jamais tiré, identifiant l'approvisionnement en AI-25 comme un problème potentiel. À l'époque, on pensait qu'il y avait des milliers de moteurs disponibles qui pouvaient être installés sur le FP5. Une fois que davantage de conceptions ont été finalisées et que la gamme de moteurs s'est réduite, le FP5 s'est retrouvé en partie dépendant de l'approvisionnement en L-39, mis à la casse. Cela signifiait que lorsque Firepoint n'aurait plus de cellules à dépouiller, ils auraient tout aussi bien pu manquer de missiles. Et même l'estimation de plusieurs milliers n'était pas infaillible. Firepoint parlait publiquement de 30 missiles par mois, avec une augmentation vers plus de 200 par mois, ce qui pourrait facilement dépasser ce chiffre. C'est là que certains principes de conception ingénieux entrent en jeu. Si vous regardez une photo du Flamingo, vous remarquerez que le moteur est installé dans son propre logement, au-dessus du fuselage, plutôt qu'enfoui à l'intérieur de la cellule, comme c'est le cas sur la plupart des missiles de croisière. Bien que cela paraisse rudimentaire, c'est précisément ce type de conception modulaire qui a permis cette avancée dès le départ. Installer le moteur à l'extérieur signifie que vous pouvez en changer pour un autre, avec seulement des modifications mineures sur le missile lui-même. Donc, lorsque l'approvisionnement en AI-25 a commencé à s'épuiser, Firepoint n'a pas eu besoin de redessiner le Flamingo. Il suffisait simplement de trouver un autre moteur d'un poids et d'une poussée similaires et de le fixer dessus. Et il s'avère que cette catégorie n'est pas rare. Lorsque vous essayez de trouver des moteurs qui produisent environ 17 kN de poussée, ce qui est le cas de l'EAI-25, vous trouvez plusieurs turboréacteurs occidentaux, sans post-combustion, dans une classe de poussée globalement comparable, et la plupart d'entre eux sont même plus petits que l'original. Les analystes russes n'ont soit pas identifié quel moteur britannique équipe désormais le Flamingo, soit le savent déjà et ne l'ont simplement pas dit, parce que le choix est limité. Comme le moteur réel n'a pas été identifié publiquement, nous pouvons utiliser la famille Honeywell TFE 731 uniquement à titre de comparaison hypothétique. Selon la variante, le TFE 731 développe une poussée de 15,6 à 19,1 kN, tout en pesant environ 380 kg. Il a environ 1 mètre plus court que l'AI-25TL et 15 cm plus étroit.
Cela signifie que le logement doit être aminci, ce qui est sans doute plus facile à réaliser. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Le plus important, c'est que plus de 9000 de ces moteurs ont été construits, et ils sont en fait actuellement utilisés. C'est le nombre encore en service dans une flotte mondiale d'aviation d'affaires, avec une industrie de pièces détachées et de révision bien développée autour de lui. Plutôt que de puiser dans un tas de ferraille, l'Ukraine pourrait en fait obtenir une chaîne d'approvisionnement pour soutenir l'un de ses projets les plus ambitieux à ce jour. C'est le principal avantage, mais ce n'est peut-être pas le seul, car les turboréacteurs occidentaux de cette catégorie sont généralement plus économes en carburant que le AI-25TL. Un avis note que le TFE 731-3, tout en ayant une poussée comparable à celle des AI-25TL, consomme jusqu'à 15% de carburant en moins dans des conditions similaires. Si vous appliquez une amélioration de ce type au Flamingo, avec la même charge de carburant et la même charge utile, l'autonomie déclarée de 3000 km pourrait théoriquement s'étendre d'environ 450 km. C'est une projection théorique extrêmement approximative, utilisant un moteur de remplacement, et cela pourrait dépendre du type de moteur réellement installé dans le missile. Maintenant, parlons de ce qu'est réellement ce missile, car pour comprendre ce que 450 km supplémentaires et une chaîne de production fluide peuvent accomplir, il faut comprendre comment le Flamingo combat. Tout d'abord, il est subsonique, avec une vitesse de croisière d'environ 850 à 900 km/h, avec une autonomie annoncée de plus de 4 heures. La grande partie de son amélioration concerne le lanceur, ou plutôt son absence, puisqu'il utilise un rail monté sur une remorque ouverte. Cela élimine de nombreuses nécessités de fabrication, comme les ailes repliables, les véhicules ou rampes spécialisées, et améliore considérablement le temps de préparation ainsi que les paramètres opérationnels possibles. Au niveau du cerveau du missile, la navigation fonctionne grâce au GPS et au GNSS, soutenu par la navigation inertielle. Il est rapporté qu'il dispose même d'une planification de trajectoire assistée par IA, conçue pour éviter les zones à haut risque. Et puis il y a l'aspect qui le rend vraiment dangereux. Le Flamingo vole extrêmement bas. Une analyse vidéo a montré que le missile évolue à environ 30 mètres d'altitude, voire moins, en suivant les contours du terrain. La directrice de Firepoint, Denise Tillman, a déclaré qu'il peut voler à moins de 20 mètres. Pourquoi est-ce si important ? À cause de la courbure de la Terre. Le radar ne fonctionne techniquement que en visibilité directe. Un radar au niveau du sol essayant de détecter un objet volant à seulement 30 mètres d'altitude ne peut le repérer qu'à environ 21,6 km avant que la planète elle-même ne fasse obstacle. Et cela, c'est avant même de prendre en compte les collines, les forêts et les bâtiments le long du trajet. Pour établir une ceinture continue de détection et d'interception contre une menace volant aussi bas, la Russie aurait besoin de stations radars tous les 30 km environ au niveau du sol, ou tous les 40 km si elles sont installées sur des tours. Le long d'une ligne de front qui s'étend sur toute la longueur de l'Ukraine et d'un territoire russe qui couvre 11 fuseaux horaires, c'est tout simplement irréalisable et hors du budget de quiconque. Deuxièmement, une ogive d'une tonne arrivant à 950 km/h. La vitesse maximale rapportée du FP5 frappe avec une énergie terminale énorme. La combinaison d'une vitesse terminale élevée et d'une masse importante signifie que l'ogive s'enfonce plus profondément dans une structure avant d'exploser, ce qui transforme une explosion en démolition. Lorsque l'Ukraine a frappé l'usine Titan Barricade à Volgograd, les analystes OSINT examinant les dégâts ont décrit des poutres effondrées, des murs aplatis et des machines lourdes détruites, ce qui correspond à environ une demi-tonne d'explosifs puissants ayant explosé à l'intérieur du bâtiment. Sur le papier, c'est une arme cauchemardesque. Elle possède une ogive énorme, une portée approchant celle de certains missiles de croisière à moyenne portée,
un profil de vol rasant de terrain, une navigation résistante au brouillage et un prix équivalent au quart de celui d'un Tomahawk. Alors, voyons l'historique de cette arme. Les sources ukrainiennes affirment que la première utilisation au combat a eu lieu fin août 2025, lorsque au moins 3 Flamingo auraient traversé la mer Noire depuis la région d'Odessa et frappé une base du FSB près d'Armiansk, en Crimée occupée, tuant un militaire russe et endommageant 6 aéroglisseurs. Celle-ci comporte un astérisque, car le média russe indépendant Astra a confirmé l'attaque, mais a suggéré que l'arme pourrait en réalité avoir été un Neptune non porté plutôt qu'un Flamingo. A partir de là, le missile s'est fait discret, puis il est réapparu. L'état-major général de l'Ukraine a déclaré que des Flamingo faisaient partie des systèmes utilisés en janvier 2026. Contrat complexe de hangar sur le site d'essai de Kapustin Yar, dans l'oblast d'Astrakhan. Et en février 2026, 6 Flamingo ont été déployés contre des cibles en Russie et en Crimée. Et l'état-major général a confirmé une frappe sur l'usine de construction mécanique de Votkinsk. Il s'agissait d'un nœud central de l'industrie des missiles balistiques de la Russie, situé à environ 1400 km de l'Ukraine. C'était la première fois qu'un tel type de cible était frappé par l'Ukraine, ce qui montre à quel point la combinaison de portée et de puissance était importante. Après cela, le FP5, a connu un certain ralentissement, avec quelques rapports sur son utilisation suggérant qu'ils étaient soit neutralisés par les défenses russes, soit qu'ils déviaient de leur cible. Puis est arrivé le mois de juin. 5 Flamingo ont été utilisés pour frapper le centre fédéral de recherche et de production Titan Barricade à Volgograd. C'était le site qui comprenait l'assemblage final des lanceurs de missiles balistiques et des transporteurs de missiles, parmi lesquels des lanceurs et des composants pour l'Iskander-M. Un média l'a classé parmi les attaques de missiles les plus réussies menées par l'Ukraine pendant toute la guerre. Un mois plus tard, un Flamingo a frappé l'entreprise de construction de machines Viatka Avitek à Kirov, à plus de 1200 km de l'Ukraine. Firepoint lui-même a publié une vidéo promotionnelle du lancement. Avitek fait partie de la société qui développe et construit pratiquement tous les principaux systèmes de défense aérienne russes, y compris les missiles sol-air et les composants TOW. Selon le renseignement militaire ukrainien, elle produit également les générateurs de gaz de démarrage nécessaires pour allumer des turboréacteurs utilisés dans les propres missiles de croisière de la Russie. Réfléchissez-y un instant. Un missile de croisière ukrainien a incendié une usine qui fabrique le matériel d'allumage pour les moteurs de missiles de croisière russes. Le problème de moteur de l'Ukraine et celui de la Russie étaient résolus par la même chose. Alors qu'est-ce que le nouveau moteur changerait réellement pour ces missions ? Maintenant, avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à l'émission militaire pour rester informé de tous les derniers événements concernant l'armement à longue portée de l'Ukraine et bien plus encore. Revenons aux améliorations du FP5. D'abord et surtout, il y a la taille de la salve. Plusieurs frappes signalées ont impliqué 5 ou 6 missiles. Tout ce que la défense aérienne russe doit faire, c'est abattre au moins 4 sur 5. Mais si une chaîne d'approvisionnement en moteur permet à Firepoint de produire nettement plus de missiles par mois, la salve ne sera plus de 5, mais de 15 ou 20. Et la défense aérienne devient alors un problème de saturation. Chaque intercepteur ou tir de batterie utilisé est un demande pour la prochaine salve, et les radars ont un nombre limité de cibles qui peuvent suivre en temps réel. La différence entre 5 missiles entrants et 20, ce n'est pas seulement 4 fois plus de dégâts potentiels, mais aussi la possibilité réelle qu'au moins un missile atteigne sa cible. Deuxièmement, l'augmentation de la portée se traduit par des axes d'attaque différents, ce qui signifie que plus de cibles deviennent accessibles. Il est tentant d'entendre 450 km supplémentaires et de penser à frapper des cibles beaucoup plus à l'est. Parfois c'est vrai, mais l'utilisation la plus précieuse consiste à exploiter cette portée latéralement. Si l'on regarde l'un des échecs, comme les 6 missiles lancés depuis l'oblast de Kharkiv début août au début de l'émission, les autorités russes ont rapporté que les 6 ont été interceptés au-dessus de Belgorod et Voronezh, Lipetsk et Penza. La trajectoire de vol passait directement à travers des concentrations connues de la défense aérienne russe. C'est ce qui arrive quand on prend le chemin le plus court. Une portée supplémentaire signifie que vous avez du carburant en plus pour prendre le chemin le plus long et emprunter des axes inattendus. Cela signifie aussi que les lanceurs peuvent rester plus loin de la frontière, hors de portée des drones de contre-batterie russes et des Iskander qui les traquent. Troisièmement, il y a un autre schéma problématique qui est apparu dans la façon dont les Flamingo ont été utilisés jusqu'à présent. À partir de 2026, les planificateurs ukrainiens ont réorienté le ciblage des Flamingo du sud de la Russie et de la Crimée vers des installations situées au cœur de la Fédération de Russie, en particulier le long de la Volga et de la Kama. Toutes les attaques confirmées de Flamingo jusqu'en juillet 2026 ont touché une cible sur la rive d'une grande voie navigable. Une interprétation est que les planificateurs ukrainiens ont compris que le missile fonctionne mieux au-dessus de l'eau, où il peut descendre à sa plus basse altitude de fonctionnement, sans colline ni tour sur son trajet. C'est une solution élégante, mais cela signifie que le Flamingo actuel est en réalité une arme fluviale, et la Russie peut aussi le comprendre, et adapter ses défenses en conséquence. Plus d'autonomie et plus de marge de carburant pour un suivi de terrain agressif signifie que le Flamingo pourrait bien s'affranchir du besoin de longer les rivières qui lui a valu son nom, et commencer à menacer des cibles qui ne sont pas idéalement situées sur un littoral.
Quatrièmement, le Flamingo pourrait surmonter l'un de ses plus grands obstacles, l'A-50U. La raison pour laquelle les Flamingos ukrainiens continuent de tomber n'est pas le radar au sol, car cela est déjà pris en compte dans la conception. En réalité, ce sont les radars embarqués sur les avions qui suivent ces missiles. Pour aller plus loin sur ce point, l'Institute for the Study of War a suggéré que le ciblage par l'Ukraine des avions russes AWACS, ou avions de détection et de commandement aéroportés, avait créé des failles dans la couverture aérienne précisément lors de la frappe sur Volgograd. De même, l'interception en juillet de 5 Flamingos a été principalement attribuée à un décollage opportun d'un A-50U, où l'appareil est monté et a patrouillé précisément dans les zones où le radar au sol ne peut pas voir les cibles volant à basse altitude. Quant au mois d'août, l'évaluation ukrainienne a suggéré qu'une activité accrue des A-50U avait rendu possible l'abattage décisif de 6 appareils sur 6. Il y a une mise en garde importante ici, en particulier pour ce sujet, car il n'y a que 5 à 7 A-50U dans la flotte russe, dont l'un vient tout juste de sortir de l'atelier après des améliorations. Et le modèle de base, A-50, a plus de 40 ans à ce stade, et n'a pas été produit depuis la dissolution de l'Union soviétique. Donc, la riposte de la Russie face au Flamingo dépend du fait de mettre en vol une poignée d'appareils pratiquement irremplaçables, au bon moment et au bon endroit. Même le décompte le plus optimiste de 7 appareils n'est pas suffisant pour couvrir 11 fuseaux horaires. Si la production de Flamingo triple, la Russie ne peut pas tripler sa flotte d'AWACS en réponse. Le remplaçant de l'A-50 est l'A-100, qui n'est même pas encore entré en production en série, et la plupart des sources évoquent un seul appareil opérationnel, tandis que l'Ukraine a détruit un prototype sans radar. Ce qui nous amène à la situation stratégique, et à la raison pour laquelle cette histoire dépasse le simple cadre d'un missile. Pendant la majeure partie de cette guerre, la capacité de l'Ukraine à frapper des cibles lointaines dépendait de l'aide d'autres pays. Lorsque Kiev a commencé à constituer un véritable arsenal de frappe à longue portée vers la mi-2023, elle dépendait presque entièrement de ses partenaires occidentaux. Les livraisons de Storm Shadow et de Scalp EG en provenance de la Grande-Bretagne et de la France constituaient l'essentiel, et les armes données étaient accompagnées de conditions imposées par les donateurs, car il a fallu des mois avant que l'Ukraine soit même autorisée à les utiliser sur son propre territoire occupé, sans parler de la Russie. Et même dans ce cas, il y a une possibilité qu'une élection ferme le robinet. Le Flamingo est la réponse à cela, et son importance réside dans le fait que personne n'a besoin de l'approuver. L'Ukraine peut le construire, l'alimenter, le cibler, et le lancer sans demander la permission à qui que ce soit, sans attendre une licence d'exportation, ou qu'un parlement étranger débatte de l'escalade. Mais l'effet stratégique le plus fort est celui de la division du travail, et c'est là que le Flamingo recoupe un système comme le Patriot. L'équation de la défense aérienne ukrainienne est actuellement impitoyable. En temps normal, l'Ukraine utilise entre 60 et 70 intercepteurs Patriot par mois. Lors des vagues d'attaques russes concentrées, ce chiffre grimpe entre 150 et 180, soit près de 3 fois la production mondiale totale. La Russie, de son côté, fabrique environ 40 à 50 Iskander-M et une dizaine de Kinzhal chaque mois. Début août, lorsque l'Ukraine n'a réussi à intercepter aucun missile russe, RFRL s'est tourné vers les partenaires européens de l'Ukraine et a essuyé une fin de non-recevoir poli. L'Allemagne a refusé de commenter, la Roumanie a qualifié cela de question de sécurité nationale, et les Pays-Bas ont déclaré avoir déjà donné tout ce qu'ils pouvaient. Fin juillet, le président Donald Trump a refusé la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour 300 missiles Patriot afin de protéger le réseau énergétique ukrainien pendant l'hiver, invoquant une pénurie dans les stocks américains et la crise en cours avec l'Iran. Mais il existe une autre façon d'empêcher un Iskander de frapper Kiev. Vous pouvez détruire l'usine avant qu'elle ne devienne un Iskander. C'est exactement ce qu'un Flamingo a fait à la barricade Titan et à Kirov. Chaque lanceur qui n'est jamais terminé est une salve qui ne sera jamais tirée, et chaque salve qui ne sera jamais tirée représente un lot d'intercepteurs patriotes qui ne sera jamais utilisé. Donc, l'attaque est la meilleure défense, et surtout, c'est le côté offensif que l'Ukraine peut développer localement avec les améliorations proposées du FP5. Et il existe une version de cela qui va encore plus loin. Firepoint développe également l'intercepteur FP7.X dans le cadre de son projet de défense antimissile, explicitement destiné à réduire la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis des rares intercepteurs Patriot PAC-3. Celui-ci a effectué des essais de vol contrôlés, mais n'a pas démontré d'interception répétée de missiles balistiques, et ses avantages résident dans le coût et la capacité de production, pas dans la performance. Cela suit le même principe que le Flamingo, où le coût et la capacité de déployer quelque chose sont préférables à l'épuisement d'une ressource cruciale au moment où vous en avez besoin. Et le Flamingo lui-même traverse les frontières, ce qui est important pour la défense de l'Ukraine. L'entreprise ukrainienne Firepoint prévoit de commencer à produire du carburant solide pour fusées dans sa propre installation au Danemark en 2026. 10 Defense en Allemagne a entamé des discussions sur la production de missiles Flamingo. Firepoint travaille également en étroite collaboration avec le groupe Millennium du Royaume-Uni, et le groupe Edge des Émirats Arabes Unis a, à un moment donné, tenté de racheter entièrement l'entreprise. Si ces projets aboutissent et que Firepoint peut mieux se développer hors d'Ukraine, il y a 2 avantages principaux. Premièrement, les usines de Flamingo situées en Europe ne peuvent pas être ciblées par des missiles russes.
Agir ainsi équivaudrait à un suicide politique, car la Russie déclarait essentiellement une guerre ouverte à l'OTAN elle-même. En fait, parmi les théories du complot qui circulent sur les réseaux sociaux, il y en a une selon laquelle l'Ukraine fabriquerait déjà certaines pièces à l'étranger et les réimporterait simplement pour la touche finale. Deuxièmement, si Flamingo parvient à une coopération internationale, cela signifie qu'il peut accéder aux marchés internationaux. Soudainement, c'était plus seulement un système de défense et d'attaque ukrainien, mais un outil de frappe à longue portée viable que l'OTAN peut utiliser à la place de ses propres options nationales. Si les capacités de production de l'Ukraine augmentent, elle pourra exporter un autre système pour réduire ses propres dépenses ou réaffecter des fonds ailleurs. Maintenant, toute l'histoire concernant le moteur comporte quelques réserves. Toutes les informations sur le changement de moteur proviennent d'une analyse russe d'épaves récupérées, relayée par une chaîne Telegram ukrainienne. Personne n'a identifié publiquement le moteur. L'amélioration de l'autonomie est basée sur une hypothèse utilisant un moteur de remplacement. Et Firepoint avait déjà développé un turboréacteur entièrement national et assemblé les 10 premiers prototypes d'essai, précisément pour éviter la dépendance aux importations. Donc nous assistons peut-être à deux efforts parallèles. Acheter des moteurs occidentaux maintenant, puis fabriquer des moteurs ukrainiens plus tard, ou bien nous voyons peut-être une entreprise dire des choses différentes à des publics différents. Ce que nous savons, c'est que le Flamingo a passé sa première année comme une arme qui ratait plus souvent qu'elle ne touchait, et l'Ukraine a continué à la lancer malgré tout et à la réparer. Le guidage s'est amélioré, le routage est devenu plus intelligent, le ciblage plus rigoureux, et maintenant, la seule contrainte restante semble avoir été contournée en installant les 4 points pour fixer le moteur à l'extérieur. La réponse de la Russie au Flamingo, Ce sont simplement plusieurs avions. La réponse de l'Ukraine à cela pourrait être une usine. Mais au-delà de cela, les problèmes d'avions de la Russie continuent de s'accumuler. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et assurez-vous d'être abonné à l'émission Militaire pour des actualités quotidiennes.